Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les enfants et les écrans, les podcasts qui permettent de comprendre l'impact du numérique sur les enfants de 0 à 13 ans et plus précisément la situation en France. Je suis Sophie et aujourd'hui je suis ravie de vous présenter l'épisode 2 de la série qui traitera le sujet du développement de l'enfant et des relations sociales qu'ils peuvent avoir. Ce sujet est coupé en 2 épisodes, dont celui-ci où nous allons voir quelle est l'influence des écrans sur le développement personnel de l'enfant. Alors c'est parti. Au cours de notre vie, nous évoluons dans notre développement personnel. Notre environnement aura un impact important sur la perception que nous avons de nous et la définition de nos valeurs et morales. Le numérique a aujourd'hui une influence considérable sur cette perception et sur notre développement personnel. Nous allons nous demander comment les enfants de nos jours grandissent et se développent-ils personnellement face à ce monde hyper connecté. Tout d'abord, il ne faut pas négliger que le bébé humain est né avec un cerveau petit, où les connexions cérébrales sont très pauvres. Tout est à construire dans le temps. Il faut créer de l'interaction, des relations de confiance affective entre l'enfant et les parents. Communiquer avec lui faire comprendre, développer des connexions cérébrales en 3 dimensions entre l'enfant, son environnement et les parents par de l'exploration et de la découverte. Les écrans sont une menace sur cette construction du cerveau, car ils vont souvent couper les interactions qu'ont les parents avec l'enfant. Des parents qui laissent leurs enfants ou que nous pouvons dire qu'ils abandonnent leurs enfants devant des écrans, pour avoir un moment de tranquillité par exemple, ou des parents qui sont eux-mêmes toujours devant des écrans. Dans sa croissance, les enfants prennent les adultes comme exemple. C'est pour cela que les adultes se doivent d'être responsables sur ce qu'ils font pour ne pas influencer l'enfant. Prenons l'exemple de la cigarette. Si vous ne voulez pas que votre enfant fume, il est normal de limiter la présence de cigarettes dans son champ de vision. Vous irez peut-être fumer à l'extérieur ou diminuer la quantité à la maison. Cela va de même pour les écrans. Sachez qu'un Français sur 3 utilise son smartphone ou sa tablette lors des repas, selon l'enquête de l'Institut Kantar en 2019. De plus, selon Santé publique en 2006, il y avait déjà 53% des adultes qui passent 3 heures ou plus par jour devant un écran, hors temps dédié au travail. Ce chiffre est passé à environ 80% des adultes en 2018. Donc de 2006 à 2018, nous sommes passés de 53% à 80%. Ces usages nuisent-ils à des échanges de qualité entre parents et enfants, ou au contraire peuvent-ils constituer un nouveau mode de relation ? C'est pourquoi nous mettons donc l'accent sur la place des adultes, des parents, dans l'accompagnement des enfants face aux écrans, et qu'il ne faut pas négliger les relations parentales ou les relations avec les adultes dans ce processus de développement personnel. Face à un écran, les enfants de bas âge cherchent à simplement mimer ce qui est dit sur les écrans. Ils n'apprennent pas à comprendre ce qu'ils disent, d'où l'importance que les parents soient près de l'enfant pour lui répéter, lui dire et surtout lui expliquer. Comme vous pouvez le constater dans ce que je viens de dire, la privation totale n'est pas une obligation. C'est une forte recommandation parce que si l'enfant n'est pas accompagné, cela peut avoir des conséquences négatives. Vous vous demandez maintenant, mais alors, quels sont les potentiels risques visibles lorsque les enfants sont trop présents devant des écrans ? Voici une liste d'observations des spécialistes. La liste de risques ou des troubles qui vont suivre est non exhaustive. Selon le médecin PMI Dr Annelise Ducanda, tous les troubles ne sont pas identiques selon les enfants. Et cela ne veut pas dire que si votre enfant est trop présent devant les écrans, alors il aura l'un de ces troubles. Les premiers risques. Nous constatons des enfants qui ont des problèmes de langage. Nous pouvons noter des retards du langage, des difficultés à articuler, des difficultés à apprendre des mots, voire d'associer des mots à des objets, des choses. Un manque d'activité physique et sociale, ce qui peut augmenter le risque de surpoids, des troubles du sommeil, un risque accru de troubles ultérieurs de la vision, voire des performances scolaires amoindries, mais aussi des problèmes de motricité. Connaissez-vous la main papillon des enfants ? C'est un phénomène remarqué par des enseignants et des orthophonistes. Il est appelé ainsi car leurs mains sont comme des petits papillons sans force. Les enfants ne savent plus faire correctement des gestes comme fermer leurs doigts ou tenir des objets comme un crayon, ni à tracer sur une feuille de papier parce que la motricité fine n'est pas assez sollicitée. Parce que pour utiliser un smartphone ou une tablette, il faut de simples mouvements de doigts ou de mains et de frôler l'écran. Il a été aussi observé chez ces enfants une absence totale de réaction, de l'isolement, des enfants qui sont dans leur bulle ou une indifférence au monde qui les entoure. L'Académie des sciences souligne que les écrans peuvent être utiles au développement sensorimoteur des jeunes enfants, tant que cela ne limite pas l'accès aux autres activités permettant le développement physique et socio-émotionnel des jeunes enfants. Une utilisation modérée et encadrée pourrait donc au pire ne pas avoir d'effet.
Au mieux, un effet bénéfique. Il ne faut cependant pas fermer les yeux sur les risques avérés d'une consommation excessive et inadaptée des écrans. Principalement des écrans non interactifs, c'est-à-dire un enfant qui reste passif devant un écran télévisé par exemple. Depuis 2018, il est indiqué dans le carnet de santé qu'avant 3 ans, l'exposition des enfants devant des écrans doit être évitée. Nous pouvons citer le bébé et les écrans, télévision, ordinateur, tablette, smartphone, etc. Interagissez directement avec votre enfant est la meilleure façon de favoriser son développement. Avant 3 ans, évitez de mettre votre enfant dans une pièce où la télévision est allumée même s'il ne la regarde pas. Quel que soit son âge, évitez de mettre un téléviseur dans la chambre où il dort. Ne lui donnez pas de tablette ou de smartphone pour le calmer, ni pendant ses repas, ni avant son sommeil. Ne lui faites pas utiliser de casque audio ou d'écouteurs pour le calmer ou l'endormir. Nous mettons donc l'accent sur le mot « accompagnement ». Au cours de son développement, il est important de solliciter l'enfant à tout moment, que ce soit avec des écrans ou non, comme le conseille le site Mpedia, les spécialistes de l'enfant. Voici ce qui est indiqué sur le site Mpedia. Adressez-vous à lui, sollicitez son opinion par exemple pendant les repas de famille, essayez de l'aider à développer son esprit critique, à argumenter, à donner son propre opinion, à raisonner. Poussez-le à creuser lorsqu'il donne un avis, à l'aider à aller plus loin dans ses réflexions, à défendre ses idées. S'il se sent comme un interlocuteur tout aussi valable qu'un autre, cela l'aidera à prendre confiance en lui. De même, encouragez-le à prendre des initiatives à chaque fois que l'occasion se présente. S'il s'habitue à prendre des décisions spontanées, il va apprendre à faire confiance à ses intuitions. Mais encore, habituer et préparer l'enfant à avoir une vie sociale pour que l'enfant soit prêt à la vie en collectivité. Voici ce que déclare le docteur Michel Desmurger sur RMC. Le cerveau de l'enfant a besoin d'humains. La même information transmise par un humain et la même information transmise par un écran va engendrer une réaction du cerveau qui est silencieuse. Les écrans n'est pas un terreau de développement pour les enfants. Passons à la suite maintenant. Un conseil, si vous voulez que cela fonctionne, à vous de donner l'exemple. Car comment voulez-vous modérer l'usage des écrans de vos enfants si vous-même ne lâchez pas votre smartphone? Par exemple, lorsque vous rentrez chez vous le soir, laissez votre téléphone en mode silencieux et évitez de l'utiliser pendant les moments de partage en famille. Par exemple, pendant les dîners. Ou faites des activités avec votre enfant. Et vous verrez alors là que le mimétisme enfant-parent a du bon. On ne va pas se mentir, il y aura toujours des moments de négociation où ils seront très agités, voire très amorphes ou passifs pour certains. Les effets de l'addiction chez un enfant peuvent provoquer des conséquences identiques chez les parents. Nous pouvons voir des moments d'agitation, de stress, de colère, des crises. Tout cela sont des émotions difficiles à contrôler, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Si votre enfant vous dit qu'il ne lui manque plus que 2 petites minutes pour terminer sa partie et passer au niveau supérieur, écoutez-le en lui accordant dans certains cas quelques minutes supplémentaires. Vous limiterez ainsi sa frustration et les conflits au moment d'éteindre. L'importance de la communication, dire à l'enfant que ce n'est que pour de petits instants, qu'après on ne jouera plus. Mais rappelez-vous qu'il y a un certain consensus. Le temps sur les écrans, c'est le temps volé pour qu'ils apprennent à connaître le monde. Pour finir sur la place des parents dans cet accompagnement dans le développement personnel de l'enfant, je rappelle qu'il faut prendre du recul par rapport au monde virtuel, à cette confrontation des enfants face aux écrans. Bien que le virtuel ne soit pas une nouveauté dans l'histoire de la culture et qu'il faut suivre l'histoire du temps, les écrans avec les télévisions existent depuis longtemps et les générations précédentes étaient eux aussi confrontées à des problèmes similaires. Les jeunes de nos jours seront confrontés au virtuel et que tôt ou tard, ils doivent comprendre la forme que prend le virtuel dans la révolution numérique, puisque nous sommes en plein dedans et cela séduit particulièrement la jeunesse. La place du virtuel demande réflexion et appropriation par tous, que ce soit de la part des parents, des éducateurs et des personnels de santé. Ils doivent se rendre compte qu'ils sont pour les enfants un repère et modèle dans leur développement psycho-affectif. Tous doivent considérer que les outils numériques, les relations qu'ils prennent et les images qu'ils transportent, cela séduisent et sont accessibles aux jeunes. Et cela appelle à une réflexion nouvelle sur l'apprentissage de la liberté responsable. Voici 2 petits conseils des pédiatres. Si vous avez le sentiment que votre enfant souffre d'un manque d'estime de soi, si vous vous inquiétez pour lui,
N'hésitez pas à prendre conseil auprès du médecin de votre enfant ou demander un accompagnement psychologique. C'est ce que conseillent les pédiatres du site Mpédia. La pédiatre Dr Sylvie Dieu-Ossica nous dit sur Arte que si vous associez des troubles, des interactions, un retard voire une absence de langage, des troubles du sommeil, des difficultés à se concentrer, des difficultés à s'alimenter, cela fait beaucoup de symptômes sur lesquels on peut se poser la question « Mais quelle est la place de l'écran dans cette famille ?» Et c'est pour cela que les pédiatres vont chercher à aider les parents pour améliorer la situation. Il est maintenant temps de conclure. Nous ne pouvons pas être sûrs des conséquences qu'aura tout le soutien des parents sur le développement de l'enfant. Comment l'enfant grandira-t-il ? Mais nous devons être de la plus grande prudence pour que l'enfant puisse développer ses sens et découvrir le monde extérieur. Protégez les enfants de telle manière que vous allez les protéger du monde et des dangers extérieurs. Il faut donc un cadrage. Nous n'avons pas encore assez de recul, mais qu'il y ait des difficultés chez les enfants, ce sont des corrélations que les psychiatres voient par les biais statistiques. Il y a des effets de causalité, nous ne connaissons pas toutes les variables qu'apportent les écrans, cependant il y a un manque de raisonnement scientifique, ce n'est pas que les écrans qui causent les effets. Cela peut être dû à son environnement, si vous remarquez que l'enfant refuse de communiquer avec autrui par exemple. Cependant, il ne faut pas uniquement mettre la faute sur le facteur de temps, ce temps que les enfants passent devant les écrans, mais il y a certainement aussi un problème de contenu, de fixation des normes. Par exemple, un enfant de 2 ans qui regarde un documentaire animalier ou qui est devant un dessin animé ne réagira pas de la même manière. Ou un autre exemple, un enfant de 5 ans qui a facilement accès à l'ordinateur ou la télévision, mais qui tombe sur des vidéos avec des images violentes ou pornographiques. Par conséquent, le contenu mis à disposition des enfants est un problème. La mise en disposition de contenus qui sont trop facilement accessibles, et justement, les jeunes cerveaux ne sont pas prêts à être exposés à l'hyperviolence, l'hyperpornographie ou tout autre. Ces choses qui manquent de normes, nous mesurons peu ces facteurs de conversion. La représentation de certains contenus ne sont pas calculables, on ne mesure pas très bien les impacts sur leur comportement. Nous ne savons pas comment les enfants vont-ils grandir et voir le monde. C'est le sujet que nous allons aborder au prochain épisode avec le développement des enfants face au contenu qu'ils peuvent avoir sur différentes plateformes médiatiques. Vous retrouverez aussi un épisode spécial dédié au sujet de l'hypersexualisation des enfants. Merci beaucoup.